dans les rues pavées de Paris, où l'automne 2025 déploie ses teintes ocre et or, une nouvelle discrète circule parmi les cercles intimes du cinéma français. Sophie Marceau, cette silhouette éternellement juvénile qui a illuminé les écrans depuis plus de 4 décennies, semble avoir franchi un seuil invisible. À 58 ans, l'actrice, réalisatrice et auteure, née le 17 novembre 1966 dans le 14e arrondissement de la capitale, incarne encore pour des générations le symbole d'une féminité libre et rebelle. De Vic dans La Boum a ses rôles plus introspectifs dans L'étudiante ou aux côtés de Mel Gibson dans Braveheart. Elle a navigué entre légèreté et profondeur, entre succès planétaire et quête personnelle. Pourtant, derrière cette façade impeccable, des années de solitude ont marqué son parcours sentimental, jalonné de passions intenses et de ruptures douloureuses. Aujourd'hui, une confirmation venue de son entourage proche, un membre de sa famille, resté dans l'ombre, révèle que l'étoile a retrouvé un équilibre affectif inattendu. Ce n'est pas une déclaration tonitruante, mais un murmure rassurant. Après des périodes de doute et de retrait, Sophie a reconquis la confiance en l'amour. Cette révélation, glanée au fil de conversations confidentielles lors d'un récent dîner familial à Paris, ouvre une fenêtre sur une femme qui, loin des flashs, redécouvre la joie simple d'un lien authentique. C'est cette histoire, tissée de souvenirs, de résilience et d'espoir renouvelé, que nous explorons ici, en 7 chapitres, pour comprendre comment une icône du 7e art réapprend à aimer. Les lumières se tamisaient du majestique, lors du Festival de Cannes, en 1941, projetaient déjà l'ombre d'une future légende. Sophie Marceau, alors âgée de 14 ans à peine, foulait le tapis rouge pour la première fois, ses cheveux châtains, cascadant en boucles légères sur une robe blanche immaculée qui soulignait sa silhouette frêle. La Boum, réalisée par Claude Pinoteau, venait de la propulser au rang de phénomène national. Vic, cette adolescente espiègle aux amours contrariés, avait captivé un public français assoiffé de fraîcheur. Les critiques de l'époque, dans les colonnes du Monde ou de Le Figaro, décrivaient une révélation naturelle, un mélange de malice et de vulnérabilité qui évoque les héroïnes de Truffaut. Pourtant, derrière les applaudissements, Sophie, originaire d'un milieu modeste, son père ouvrier chez Citroën, sa mère employée de bureau, naviguait déjà dans un monde adulte impitoyable. À l'adolescence, les amours de Vic sur l'écran se mêlaient subtilement à celle de Sophie hors champ. Pierre Cossiot, son partenaire dans La Boum 2, se rappelait plus tard, dans une interview récente pour le magazine Schnock marquant les 45 ans du film. Ces tournages où les regards s'attardaient un peu trop longtemps entre 2 prises. Leur relation, brève et passionnée, avait fleuri dans l'euphorie des plateaux. Promenades nocturnes le long de la Seine, rires étouffés dans les loges. Un premier baiser volé sous les projecteurs de Saint-Tropez. C'était l'innocence d'un été éternel, confiait Cosso, évoquant ces moments où Sophie, encore mineure, découvrait les vertiges du désir sous le voile protecteur de la fiction. Mais cette idylle, amplifiée par la presse people naissante, s'effrita vite face à la pression médiatique. Sophie, à 16 ans, apprenait déjà que l'amour public pouvait se transformer en cage dorée. Cette période fondatrice n'était pas exempte de ombre. Sophie a souvent évoqué, dans des entretiens rares, comme celui accordé à Psychologist Magazine en 2010, le poids d'une enfance volée par la célébrité.
J'ai grandi à l'écran avant de grandir en moi-même, disait-elle, analysant comment ses premiers rôles l'avaient forgée en une femme à la fois forte et prudente. Les descriptions des plateaux de la Boum, ces décors colorés de lycées parisiens, imprégnés d'odeurs de craie et de jus d'orange frais, contrastaient avec les analyses plus sombres de ses mémoires. Une adolescence où l'amour rimait avec fugacité, où les cœurs battants des scripts se heurtaient à la réalité d'une vie sous surveillance. Pourtant, ses débuts ont posé les bases d'une résilience qui, des décennies plus tard, lui permettrait de rebondir. En scrutant ces années, on discerne déjà les contours d'une quête, celle d'un amour qui ne soit pas un rôle, mais une vérité profonde, loin des illusions du cinéma. La fin des années 1980 marque un tournant pour Sophie Marceau, où l'amour se teinte de drames et d'aventures exotiques. À 17 ans, lors d'une projection privée de L'amour braque à Cannes, elle croise le regard perçant d'Andrzej Żuławski, réalisateur polonais de 26 ans, son aîné. Leur rencontre, décrite par Sophie elle-même, dans un portrait pour Paris Match en 2022, comme un coup de foudre intellectuel et charnel, défie les conventions. Żuławski, figure tourmentée du cinéma européen avec des films comme Le Diable ou Possession, incarne pour elle un mentor passionné. Ensemble, ils fuient Paris pour Varsovie, en plein air Jaruzelski, où la vie quotidienne évoque les grisailles des immeubles communistes que Sophie compare à la cité HLM de mon enfance. Les descriptions de cette période, tirées de souvenirs partagés par des proches lors d'un récent dîner familial, un oncle maternel, gardien discret de ces anecdotes, peignent un tableau contrasté. Les matins froids sud-Pologne, où Sophie, novice dans cet univers austère, devait aller chercher l'eau au puits communal, alternent avec des nuits enflammées de débats sur Dostoïevski et des étreintes fiévreuses. Leur fils, Vincent, naît en 1995, fruit d'une union qui dure 17 ans, et produit des chefs-d'œuvre comme « Mes nuits sont plus belles que vos jours ». Żuławski, dans une lettre posthume lue lors de ses funérailles, en 2016, qualifiait Sophie de « ma muse rebelle », qui m'a appris la tendresse au milieu du chaos. Mais l'analyse de cette relation révèle ses fissures, la jalousie du réalisateur, les clashs créatifs et l'isolement culturel qui pousse Sophie à questionner son identité. C'était un amour total, mais destructeur, confie-t-elle en 2018 à elle, soulignant comment ces années l'ont vaccinée contre les passions excessives. Après la rupture en 2001, Sophie rentre à Paris, le cœur meurtri mais enrichi. Cette transition analysée par des biographes, comme dans l'ouvrage Sophie Marceau, L'Insoumise publié en 2023, illustre une maturité naissante. Les promenades solitaires dans les jardins du Luxembourg deviennent des espaces de réflexion, où elle dissèque les cycles de l'amour. Attraction magnétique suivie de désillusion. Des truchements familiaux, comme ses appels hebdomadaires à sa mère Simone, décédée en 2017, l'aident à ancrer ses émotions. Pourtant, sous cette apparente sérénité, un vide s'installe, préfigurant les années de solitude. En explorant ces tumultes, on mesure la distance parcourue. D'une jeune actrice, emportée par le vent polonais, à une femme qui, pour la première fois, choisit la solitude comme alliée. L'aube des années 2000 apporte à Sophie Marceau un souffle américain, avec l'arrivée de Jim Lemley, producteur de 58 ans aujourd'hui, rencontré sur le tournage de Fire and Ice, The Dragon Chronicles, en 2001. Leur histoire, confirmée par des photos volées lors du Festival de Cannes 2005, où ils déambulent, main dans la main, le long de la Croisette,
sous un ciel méditerranéen parsemé d'étoiles filantes, contraste avec les tourments passés. Laemmle, silhouette athlétique aux yeux bleus perçants, dirige des productions comme We Were Soldiers ou Tristan plus Isolde et offre à Sophie un havre de stabilité transatlantique. Leur fille Juliette naît en 2002 dans une clinique privée de Los Angeles, entourée de palmiers et de l'odeur saline de l'océan Pacifique. Les récits de cette période, recueillis auprès d'un cousin de Sophie lors d'une conversation téléphonique récente, évoquent des Noëls enchantés à Malibu, dîners aux chandelles avec vue sur les vagues, où Laemmle, amateur de jazz, improvise des solos à la guitare pour endormir Juliette. Jim apportait une douceur américaine, faite de barbecues improvisés et de randonnées dans les canyons, se souvient ce proche, décrivant Sophie rayonnante, cheveux au vent, lors de ses escapades loin des paparazzi. Dans Psychologies Magazine, en 2007, peu avant leur séparation, Sophie analyse cette relation comme une transition bienvenue, un pont entre le chaos et la paix. Elle y trouve un équilibre familial. Vincent, adolescent rebelle, s'ouvre à ce beau-père bienveillant, tandis que Juliette grandit bilingue, entre accent parisien et californien. Pourtant, l'analyse approfondie révèle des tensions sous-jacentes. La distance géographique, tournage à Hollywood pour lui, engagement européen pour elle, érode le lien, culminant en une rupture en 2007, annoncée sobrement par un communiqué. C'était un amour serein, mais les océans les ont séparés, note un observateur du milieu, soulignant comment Sophie, de retour à Paris, affronte un deuil discret. Ces années, marquées par des apparitions publiques rares, comme à la première de Braveheart en 1995, où elle incarne une princesse écossaise farouche, illustrent une femme en quête d'autonomie. Les descriptions des plages californiennes, avec leur sable fin et leur coucher de soleil orangé, cèdent la place à des introspections solitaires dans son appartement du Marais. Ici, l'amour hollywoodien apparaît comme un chapitre de guérison, préfigurant les doutes à venir, mais aussi la force d'une mère qui, pour ses enfants, réinvente la tendresse sans possession. Après la rupture avec Jim Laemmle en 2007, Sophie Marceau entre dans une période de retrait qui s'étend sur près d'une décennie, une traversée silencieuse où la solitude devient à la fois refuge et épreuve. À Paris, loin des néons d'Hollywood, elle s'installe dans un appartement discret du Marais, où les murs ornés de livres anciens et les fenêtres donnant sur des cours pavées deviennent le théâtre d'une introspection profonde. Une tante, gardienne de souvenirs familiaux, évoque lors d'un échange en septembre 2025 ces années où Sophie semblait chercher une ancre dans un océan d'incertitude. Les matins commencent souvent par des rituels simples. Une tasse de café noir, l'arôme remplissant la pièce, et des promenades matinales le long de la Seine, où le reflet des ponts dans l'eau trouble semble répondre à ses propres questionnements. Ces instants, décrits comme des parenthèses nécessaires par un proche lors d'une conversation informelle, peignent une femme qui apprend à dialoguer avec elle-même. Cette période est marquée par un éloignement volontaire des feux de la rampe. Les tapis rouges, autrefois synonymes de glamour, cèdent la place à des séjours dans une maison normande, nichée au cœur de vallons verdoyants où l'odeur des foins coupés et le chant des grillons composent une symphonie apaisante. Là, entourée de meubles patinés par le temps et de photographies jaunies de son enfance, Sophie se consacre à l'écriture. Son roman La Disparue, publié en 2018,
reflète cette quête intérieure. Une héroïne, alter ego fictif, erre dans un Paris onirique, cherchant un amour perdu qui s'avère être celui de soi-même. Dans une interview pour Le Monde en 2019, elle confie « Écrire m'a sauvée. C'était comme mettre des mots sur des blessures que je ne pouvais pas nommer avant. » Cette introspection s'accompagne d'une discipline presque monacale. Séances de yoga au lever du soleil, méditation guidée par des podcasts et des soirées à relire Camus ou Duras, cherchant des réponses dans les lignes soulignées. Pourtant, cette solitude n'est pas exempte de douleur. Les souvenirs de relations passées, la passion dévorante avec Joulavski, la douceur éphémère avec Lemley, et une liaison médiatisée avec Christophe Lambert entre 2009 et 2012, marquée par des rumeurs d'infidélité, ressurgissent comme des ombres dans les moments de vulnérabilité. Un cousin, lors d'un dîner à Deauville en 2024, raconte comment Sophie, après un verre de vin rouge, laissait parfois échapper des confidences. Elle disait que l'amour était un miroir brisé, beau, mais coupant. Ces mots, murmurés sous la lumière tamisée d'une chandelle, traduisent une méfiance acquise envers les promesses romantiques. Ses enfants, Vincent et Juliette, deviennent alors des phares dans la tempête. Vincent, désormais assistant réalisateur, l'accompagne lors de tournages confidentiels, où leurs discussions sur les plateaux, entre éclats de rire et silence complices, renforcent leur lien. Juliette, adolescente curieuse, envoie des dessins depuis Los Angeles, où elle étudie les arts, des esquisses colorées que Sophie accroche au mur comme des talismans. Cette période de reconstruction s'accompagne d'un engagement discret dans des causes sociales. Sophie soutient des associations pour les enfants défavorisés, inspirées par sa propre enfance modeste dans une HLM parisienne. Lors d'une visite dans un orphelinat en 2015, elle passe des heures à lire des contes aux enfants, sa voix douce captivant un auditoire émerveillé. Une bénévole, présente ce jour-là, se souvient, elle avait cette façon de regarder chaque enfant comme s'il était le seul au monde. Ses gestes, rarement médiatisés, reflètent une volonté de donner un sens à sa solitude. Une analyse psychologique inspirée d'articles dans Psychologies Magazine en 2020 suggère que cette phase marque un tournant. Sophie, en s'éloignant des passions destructrices, apprend à cultiver une indépendance affective. Les descriptions de ses journées normandes, les promenades dans des sentiers boueux, les soirées au coin du feu avec un carnet de notes, contrastent avec les analyses de son état d'esprit, un mélange de résilience et de mélancolie, où chaque pas dans la solitude est un pas vers la redécouverte de soi. Ce désert, loin d'être stérile, devient le terreau d'une renaissance, préparant le terrain pour un amour inattendu. L'année 2020, marquée par le confinement mondial, agit comme un catalyseur inattendu pour Sophie Marceau. Dans son appartement du 7e arrondissement, où les balcons fleuris offrent une vue sur une tour Eiffel endormie, elle redécouvre le pouvoir des connexions humaines à distance. C'est dans ce contexte qu'elle rencontre Richard Caillat, 55 ans, homme de théâtre et entrepreneur culturel, dont le parcours croise le sien par un hasard numérique. Leur premier contact, un email professionnel concernant une adaptation théâtrale du roman de Sophie, se transforme en échange quotidien, où les discussions sur Molière ou les contraintes de la pandémie glissent vers des confessions plus intimes. Une cousine, lors d'un déjeuner familial en août 2025, évoque ses débuts. Sophie riait en relisant ses messages, comme une adolescente
découvrant un secret précieux. Les premiers émois de leur relation se tissent dans l'intimité forcée du confinement. Richard, basé à Paris, lui envoie des playlists de jazz manouche, tandis qu'elle partage des poèmes de Rilke, lus à voix haute, lors d'appels nocturnes. Ces échanges, décrits comme une danse épistolaire par un ami commun, prennent une tournure concrète à l'été 2021, lorsque les restrictions s'assouplissent. Leur première rencontre, dans un bistrot du quartier latin, est marquée par une simplicité désarmante. Une table en bois usé, une bouteille d'eau sans serre, et des rires qui éclatent sous les regards curieux des passants. Richard, avec son allure élégante mais sans prétention, costume gris-perle, lunettes rondes glissant sur le nez, incarne une stabilité qui contraste avec les passions orageuses du passé. Dans une interview pour Télérama en 2023, Sophie analyse cette rencontre. « Il m'avait offert un espace où je pouvais être moi sans jouer un rôle. » Leur idylle s'épanouit dans des détails du quotidien. Les week-ends dans une bastide provençale, entourés de champs de lavande et de cyprès, deviennent des refuges où ils cuisinent. Ensemble, tomates farcies, odeur d'ail et de basilic flottant dans l'air, et discutant de projets artistiques. Richard, qui dirige le théâtre de Paris, initie Sophie au monde des planches, l'invitant à des répétitions où elle observe, fascinée, les comédiens donner vie à des textes. Juliette, revenue de Los Angeles en 2022, décrit ces moments lors d'un thé familial. Richard a cette façon de regarder maman, comme si elle était une œuvre d'art qu'il découvre chaque jour. Vincent, plus prudent, apprécie les débats intellectuels avec Richard, notamment sur le cinéma d'auteur, lors de dîners où les bougies vacillent jusqu'à l'aube. L'analyse de cette relation révèle une dynamique équilibrée. Richard, père divorcé d'un adolescent, comprend les exigences de la parentalité et respecte l'indépendance de Sophie. Leur voyage à Florence en 2023, dans une villa surplombant l'Arno, est un tournant. Sous les fresques Renaissance, ils esquissent un projet commun, une pièce où Sophie jouerait et réaliserait. Les photos de ce séjour, Sophie en robe de lin blanc, riant sous un olivier, capturant une légèreté retrouvée. Pourtant, des défis émergent. La notoriété de Sophie attire des rumeurs, amplifiées par des tabloïds 2024, suggérant des tensions. Lors d'une retraite méditative en Ardèche, elle confie à une amie. L'amour, c'est aussi apprendre à protéger l'autre des tempêtes extérieures. Ce chapitre, riche en nuances, montre une Sophie qui, à 58 ans, conjugue amour et autonomie, tissant avec Richard un lien où la tendresse prime sur la possession. La confirmation du bonheur de Sophie Marceau résonne d'abord dans les cercles intimes, loin des micros et des caméras. En avril 2025, lors d'un week-end pascal, dans une maison familiale à Deauville, où les embruns salés de la Manche se mêlent à l'odeur des hortensias, un oncle proche de Sophie partage une observation émue. Elle a retrouvé une lumière dans les yeux, celle qu'on voyait dans La Boum, mais plus profonde, plus apaisée. Ce témoignage, glané au coin d'une table en chêne massif, entouré de rires et de cliquetis de couverts, reflète l'écho d'une famille soudée par les épreuves. Vincent et Juliette, désormais adultes, jouent un rôle central dans cette validation, leur voix amplifiant la renaissance de leur mère. Juliette, 23 ans, assistante de production au Théâtre de Paris, incarne un soutien vibrant. Lors d'un voyage mère-fille au Maroc, en 2024,
dans les ruelles ocres de Marrakech, où les effluves d'épices dansent dans l'air. Elle observe Sophie danser au son d'un oud, un sourire spontané illuminant son visage. Maman est redevenue une rêveuse, confie-t-elle à une cousine, décrivant comment Richard, avec ses attentions discrètes, un bouquet de pivoine livré sans raison, une note manuscrite glissée dans un livre, a ravivé cette joie. Vincent, 30 ans, plus introspectif, partage des moments privilégiés lors de collaborations artistiques. En 2025, sur le tournage d'un court-métrage familial, il filme Sophie lisant un monologue, notant dans son journal « Elle joue avec une vérité nouvelle, comme si l'amour l'avait libérée. » Ces instants, capturés dans des décors de studios parisiens où l'odeur de peinture fraîche se mêle à celle du café, scellent un lien filial renforcé. La famille élargie, des cousins aux tantes, forme un cœur discret mais essentiel. Une tante maternelle, lors d'un appel en octobre 2025, évoque des lettres de Sophie datant des années 2010, où elle écrivait « Je crains que l'amour ne soit qu'un mirage pour les âmes comme la mienne. » Ces mots, relus lors de réunions familiales, contrastent avec les descriptions actuelles. Sophie, lors d'un Noël 2024, préparant un gratin dauphinois dans une cuisine embaumant le beurre fondu, plaisantant avec Richard sur des anecdotes théâtrales. L'analyse de ces dynamiques familiales, inspirée d'études sociologiques sur les liens intergénérationnels dans le Figaro, souligne une résilience collective. La famille, marquée par les absences de Sophie lors de ses tournages, s'est recomposée comme un refuge. Les réunions à Deauville, avec leurs tables débordant de fruits de mer et de rire, deviennent de célébrations de ce renouveau. Ce chapitre, riche de voix intimes, montre que le bonheur de Sophie n'est pas un solo, mais une harmonie soutenue par ceux qui l'ont vue tomber et se relever. À l'automne 2025, Sophie Marceau, à l'aube de ses 59 ans, se tient à un carrefour où l'amour, la carrière et l'héritage personnel s'entrelacent. Sa relation avec Richard Caillat, désormais ancrée dans une routine complice, se déploie dans des lieux chargés de sens. Le théâtre de Paris, où les lustres en cristal diffusent une lumière dorée, devient leur terrain commun. Lors d'une première en septembre 2025, Sophie, en robe émeraude scintillant sous les projecteurs, échange des regards avec Richard, qui depuis les coulisses orchestre la soirée. Leur projet de pièce adaptée de L'étudiante, où Sophie dirigerait et jouerait, symbolise cette fusion, un retour aux racines de sa carrière, mais avec une maturité nouvelle. Une collaboratrice du théâtre, lors d'un vernissage, note « Ils forment un duo où l'art et l'amour se nourrissent mutuellement ». Pourtant, cet équilibre reste fragile. La célébrité de Sophie, toujours sous l'œil des paparazzis, génère des tensions. En 2024, des tabloïds se spéculent que sur une supposée jalousie de Richard, face à l'admiration persistante des fans masculins de Sophie. Lors d'une escapade en Toscane, en juin 2025, dans une villa entourée de collines verdoyantes, où l'odeur des figuiers mûrs embaume l'air, elle confie à une amie aimée « C'est aussi apprendre à désamorcer les bruits du monde ». Cette résilience face aux rumeurs s'appuie sur une communication ouverte. Richard, dans une lettre lue par un proche, écrit à Sophie « Ton éclat ne m'éblouit pas, il m'inspire ». Ces mots, gravés dans l'intimité, contrastent avec les descriptions publiques. Un couple aperçu main dans la main à la foire du livre de Brive, riant sous la pluie d'octobre. Les enfants de Sophie jouent un rôle clé dans cet avenir. Juliette, désormais en couple avec un documentariste,
partagent des conseils sur l'équilibre amoureux lors de dîners parisiens où les verres de chardonnay scintillent sous les lampes art déco. Vincent, travaillant sur un documentaire familial, capture des moments bruts. Sophie et Richard, lors d'un pique-nique au bord du lac d'Annecy, discutant de la vie sous un ciel peint de rose et d'or. Ces images, projetées lors d'une réunion familiale, révèlent une vérité. L'amour de Sophie, à 58 ans, n'est plus une quête de passion, but une construction patiente. Une analyse sociologique tirée d'un dossier de Madame Figaro sur les amours tardives note que les couples de cet âge privilégient la complicité à l'intensité, un modèle que Sophie et Richard incarnent. L'avenir s'annonce riche de possibles. Un projet de maison dans le Luberon, où les champs de coquelicots et les murs de pierre sèche évoquent un tableau de Cézanne, est évoqué lors d'un dîner en famille. Ils rêvent aussi d'un voyage en Patagonie, pour marcher sur des glaciers et contempler des cieux infinis, symbole de leur aspiration à l'immensité. Pourtant, des défis subsistent. Les agendas chargés, entre les tournages de Sophie et les responsabilités de Richard, exigent des compromis. Une dispute, relatée par un proche, éclate en juillet 2025, vite apaisée par une discussion au bord de la mer, où les vagues murmurent des promesses de pardon. Ce chapitre final, vibrant d'espoir, montre une Sophie qui, après des décennies de doute, embrasse un amour qui n'exige pas de sacrifice, mais des partages.